Europe 1, la grande interview Europe 1 avec Adrien Clouet. Bonjour. Bonjour. Député La France Insoumise de Haute-Garonne. Merci d'être avec nous, Adrien Clouet. On va parler du budget, on va parler de François Bayrou. Mais tout d'abord, il y a en ce moment des centaines de pompiers qui luttent contre le plus gros incendie de l'été dans l'Aude. Il y a eu un bilan dramatique. Au moins une personne est morte dans les flammes. Est-ce que la France est prête pour affronter ces feux de forêt qui semblent particulièrement importants cette année, Adrien Clouet ? D'abord, je ne vais pas faire de polémique. Je pense qu'on est toutes et tous très engagés par nos pensées. On essaie d'entourer d'affection à la fois les personnes qui sont menacées et les personnels de l'État, de la sécurité civile et des pompiers qui sont déployés sur place. Il va falloir faire un bilan après que ce méga feu aura pu être résorbé, qui est une catastrophe, vous l'avez dit, humaine et aussi écologique pour le vivant qui est abrité dans la forêt des Corbières. Moi, ce que je déplore a priori tout de même, et je veux le rappeler, c'est qu'en février 2024, il y a eu une coupe massive dans les fonds des pompiers. D'ailleurs, le syndicat des sapeurs-pompiers à l'époque avait fait un recours contre le gouvernement, quand le gouvernement avait coupé 52 millions d'euros de budget, ce qui revenait à 200 postes de pompiers. Peut-être que ces postes de pompiers auraient été utiles aujourd'hui. Et on souhaite beaucoup de courage aux pompiers qui luttent encore à l'heure où on se parle. Le feu n'est toujours pas maîtrisé. Adrien Clouet, je voudrais vous donner un chiffre ce matin. 2,5 millions. La dette de la France hier a augmenté de 2,5 millions d'euros en 8 minutes. Ces 8 minutes, c'est le temps qu'a duré la vidéo du youtubeur François Bayrou. Le Premier ministre veut nous convaincre que le surendettement est le mal de notre pays, que c'est grave mais que c'est pas désespéré. Combien d'épisodes vous faudra-t-il pour que le Premier ministre vous convainc, Adrien Clouet ? Franchement, beaucoup plus, parce que en 8 minutes, il a quand même réussi à mettre 2 mensonges qui sont inacceptables. D'abord, s'il y a une chose dans ce pays qui a creusé des déficits publics, ce sont les cadeaux fiscaux faits à des ménages très riches, très fortunés, ou à des grandes entreprises. 45 milliards d'euros par an, c'est énorme. C'est énorme, c'est plus que la dette qui est creusée. 45 milliards d'euros par an sont perdus par les réformes fiscales de M. Macron depuis 2017. Impôt sur la fortune supprimé, contribution sur la valeur ajoutée des entreprises supprimée, baisse de l'impôt sur les sociétés, etc. Deuxième mensonge qui est tout de même important, et on ne peut pas raisonner sans le rappeler, la charge de la dette, c'est-à-dire combien on consacre de nos richesses tous les ans au remboursement, ça baisse depuis 30 ans. En 1995, il y a 30 ans pile, on consacrait 3% de notre produit intérieur brut, 3% des richesses par an, à rembourser la dette. Aujourd'hui, c'est 1,7%. C'était divisé par 2. Donc la situation n'est pas insoutenable, mais en revanche, on a fait des cadeaux fiscaux aux très riches. Donc ça veut dire qu'on peut continuer à recourir à la dette aujourd'hui, ce n'est pas une facilité ? D'abord, on peut essayer de récupérer des budgets publics qui soient plus équilibrés, en faisant contribuer les très riches. Il y a une marge de manœuvre qui est énorme à cet égard-là. Et ensuite, le sujet, finalement, c'est toujours moins le volume de la dette, c'est qui la détient. Qui aujourd'hui détient notre dette publique? Ce sont beaucoup de fonds d'investissement notamment qui sont à l'étranger. Et c'est ça en fait qui peut poser problème. Et là-dessus, les Insoumis, on avait déposé l'année dernière une proposition de loi visant à obliger les grands assureurs et les grandes banques françaises à détenir de la dette française pour en fait avoir une partie qui soit administrée à un prix très faible de la dette publique. Et comme ça, on la met sous contrôle. Alors vous dénoncez certaines mesures. La plus récente du gouvernement, c'est celle de Catherine Vautrin qui veut serrer la vis sur la fraude sociale. La ministre du Travail et de la Santé a parlé de trahison à propos des fraudeurs sociaux. Pourtant, est-ce que ce n'est pas à tout le monde de faire des efforts quand il faut trouver 43 milliards d'euros ? Là, cette mesure-là pourrait dégager 13 milliards d'euros d'économies. Alors déjà, si elle veut trouver 43 milliards d'euros, comme je disais tout à l'heure, les seules réformes fiscales de M. Macron les annuler nous rapporteraient plus que ça, en faisant contribuer uniquement 2 à 3% des personnes qui sont parmi les plus aisées. Mais je voudrais m'arrêter effectivement sur le propos de Mme Vautrin, vous avez raison. Pourquoi parle-t-elle uniquement de la fraude sociale? Elle estime ça à 13 milliards maximum. Et puis je rappelle que dans le rapport sur lequel elle s'appuie, quand on dit fraude, ça prend aussi les erreurs, les accidents, les gens qui sont trompés en remplissant un CERFA. Elle nous parle uniquement de 13 milliards. C'est pour cacher que derrière tout ça, il y a 100 milliards d'euros de fraude fiscale. Et là, à nouveau, elle ne veut pas s'y attaquer parce que ce sont des personnes beaucoup plus proches du pouvoir qui la pratiquent. Donc, même si elle essayait de serrer la vis, comme vous dites, sur les 13 milliards, qu'est-ce qu'on va récupérer? Parce que les 13 milliards en question, c'est aux 3/4 des entreprises qui fraudent l'URSSAF ou des professionnels de santé. Donc en fait, en réalité, les assurés eux-mêmes, c'est maximum 2-3 milliards. C'est 0,2% des sommes qui sont versées. Je trouve que c'est dépenser beaucoup d'argent et d'énergie pour très peu d'argent qu'on pourrait récupérer. Et en plus, ce qu'elle propose n'a pas de sens. Je prends juste un exemple. Elle a dit plus d'assurance chômage pour les gens qui ont un compte à l'étranger. Mais enfin,
Si vous êtes frontalier, par exemple, vous vivez en Allemagne et vous travaillez à côté de Strasbourg, ça veut dire que vous n'aurez plus d'assurance chômage après 40 ans de carrière. Vous voyez, tout cela n'a pas beaucoup de sens. Bon, vous avez dit, la France Insoumise en tout cas a dit tout le mal qu'elle pensait du budget de François Bayrou. Toutefois, est-ce que il ne faudrait pas négocier avec le Premier ministre comme veulent le faire les socialistes pour éviter le blocage, faire avancer vos idées? Ou bien vous dites censure quoi qu'il arrive? Mais bien sûr, il faut censurer parce que la négociation avec M. Bayrou, on l'a connue. C'est ce qui s'est passé à l'hiver dernier, vous vous souvenez? Certains ont négocié avec lui. Qu'est-ce qui se passe depuis? Eh bien, 40 milliards d'euros d'économies, soi-disant, sur nos services publics. Un gel des pensions de retraite qui est annoncé. Une hausse du prix de l'énergie. Donc, quand on négocie avec M. Bayrou, visiblement, il ne tient aucun engagement et à la fin, on se fait rouler dans la farine. Mais alors, donc, c'est autant censure. qu'il parte. Il se passe quoi après? Eh bien, ce qui se passe après, c'est que le président de la République doit nommer un ou une Premier ministre. Moi, je pense que ce serait mieux de le nommer parmi celles et ceux qui ont gagné les dernières élections législatives, c'est-à-dire la gauche. Alors la gauche est arrivée en tête en tant qu'alliance, mais si on regarde un tiers en gros, mais les deux autres tiers c'était la droite et l'extrême droite. Est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est la gauche qui a été gagnante de cette élection? On peut considérer que la gauche est en tout cas beaucoup plus gagnante que M. Bayrou, dont les amis ont plafonné à 2-3% des voix. Mais tout de même, cette gauche aujourd'hui serait divisée. On se demande bien comment est-ce que la gauche du Nouveau Front Populaire pourrait constituer un gouvernement si Emmanuel Macron nommait un Premier ministre parmi vos rangs. On a un programme, vous savez, c'est ça qui compte, c'est pas la tête de l'un ou la tête de l'autre. Il y a un programme sur lequel les engagements ont été pris, qui a été plébiscité, qui a gagné, qui arrive en tête aux élections législatives. Ce programme doit s'appliquer. Donc vous reproposez, vous dites c'est pas important l'incarnation, mais quand on est Premier ministre, on désigne bien une personne. Lucie Castet serait toujours en lice pour redevenir Premier ministre en cas de censure à la rentrée? Les socialistes ont dit qu'ils n'en voulaient pas, donc il va falloir qu'on discute ensemble, mais bien sûr que moi je souhaite qu'il y ait une discussion dans le cadre du Nouveau Front Populaire pour pouvoir gouverner ce pays à la chute de M. Bayrou. Est-ce que vous croyez à une mobilisation populaire contre ce budget à la rentrée? Je pense, oui. Vous avez vu qu'il y a d'abord des grèves qui sont prévues au 1er septembre, puis il y a un grand mouvement populaire qui a été appelé notamment sur les réseaux sociaux à partir du 10 septembre. Ces deux mouvements, syndical par la grève et mouvement populaire en descendant dans la rue, ont un point commun, le refus du budget que nous présente M. Bayrou, qui, je le rappelle, revient à geler les salaires, les primes d'activité notamment, les prestations sociales et les retraites. Et ça nous rappelle la dernière fois qu'il y a eu un mouvement populaire parce que le pouvoir d'achat baissait en France, c'était les Gilets jaunes. Vous croyez à un retour des Gilets jaunes en septembre? Je le souhaite en tout cas et je serai en soutien. Bon, l'autre mobilisation qui a franchi des records ces derniers temps, c'est la loi du plomb. Cette pétition contre un texte qui était censé redonner un peu d'air aux agriculteurs. Il va y avoir un débat sans vote à l'Assemblée nationale, mais les institutions, avec tous leurs défauts, sont déjà passées par là. Est-ce que ces pétitions, ça vous semble être une arme démocratique ou au contraire, ce serait une menace contre nos institutions ? Non, c'est une arme démocratique. C'est normal que tout le monde puisse s'emparer des sujets qui les concernent. D'autant que, vous le savez, il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale. Il y a eu une motion de rejet défendue par le Rassemblement national et les macronistes. Qui est prévue par nos institutions ? Bien sûr, c'est prévu par les institutions, mais on peut quand même le critiquer sur le fond et ne pas être d'accord. Donc, je pense que cette loi, elle est dangereuse parce qu'elle autorise, vous le savez, vous l'avez dit, des pesticides neurotoxiques. Je pense à l'acétamipride. Et 22 sociétés savantes médicales ont demandé son rejet, notamment celle du cancer, de la pédiatrie, de la neurologie. Tous ces pesticides dangereux, ils vont finir dans le cycle de l'eau et contaminer tout le monde. Ils vont tuer des personnes qui travaillent la terre, des paysannes, des paysans, et ils vont aller empoisonner jusqu'aux gamins. Donc, nous avons fait un recours devant le Conseil constitutionnel. Un avis positif. L'Agence nationale de sécurité a rendu un avis positif contre l'acétamipride. Et 22 sociétés savantes ont demandé le rejet du texte. Donc, je vous avoue que je crois avant tout celles et ceux qui travaillent sur le sujet, qui sont les experts dans la recherche et qui sont les lanceurs d'alerte là-dessus. Et puis, s'il y a un doute, il faut respecter le doute d'ailleurs. C'est dans la Constitution, le principe de précaution, vous le savez, ainsi que le principe de non-régression. Et si ces deux principes ne sont pas reconnus, il faut aller devant le Conseil constitutionnel. Ce que nous avons fait en déposant un recours sur lequel il sera statué demain. Effectivement, on attend la décision. Mais revenons sur ce principe d'une pétition qui, cette fois-ci, la pétition va dans le sens des valeurs de la France insoumise. Mais si demain, il y a une autre pétition qui gagne autant de popularité, plus de 2 millions de personnes, une pétition contre l'immigration, par exemple, est-ce que là aussi, vous seriez favorable à ce qu'on revienne sur une décision qui a été prise au Parlement ? S'il s'agit d'abolir la loi immigration de Retailleau, par ailleurs, oui, je suis d'accord, mais je comprends bien ce que vous voulez dire. Une pétition, elle est prévue par les institutions. Vous savez, il y a des pétitions sur le site de l'Assemblée, et lorsqu'elles suscitent un engouement suffisant, qui a assez de signatures, elles vont dans une commission parlementaire où elles sont examinées. C'est là qu'on va se positionner.
C'est-à-dire, lorsqu'une pétition arrive dans une commission, on se positionne selon nos valeurs politiques. Donc moi, le 8 septembre, je fais partie de celles et ceux qui vont soutenir cette pétition pour demander une nouvelle délibération de l'Assemblée nationale sur la loi du plomb pour qu'on puisse la rejeter. Adrien Clouet, nous avons appris qu'hier, Israël allait permettre le passage de marchandises privées pour acheminer de l'aide dans la bande de Gaza. Est-ce que, quand vous voyez ça, vous vous dites que finalement, la pression internationale fonctionne ? La pression internationale, elle fonctionne toujours. Simplement, elle est très faible aujourd'hui. Parce que l'urgence, c'est d'ouvrir sans condition l'ensemble de l'accès par des camions de transport. Vous avez vu que depuis quelques jours, il y a des largages aériens qui sont faits sur la bande de Gaza, mais une partie arrive en territoire israélien, une partie dans la mer, et ça revient à 20 grammes par habitant, c'est rien du tout. Donc les camions doivent rentrer parce qu'il y a des tonnes de nourriture qui doivent arriver. On assiste aujourd'hui à une campagne cruelle de famine délibérée qui tue tous les jours des enfants, qui meurent de faim. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Donc la pression, elle fonctionne un peu, il faut l'accentuer pour empêcher la catastrophe humanitaire la plus totale et le volet final d'un génocide qui est prévu par le gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou. Pour cela, la pression doit notamment passer par l'embargo sur les armes, l'isolement économique et les sanctions directes contre M. Netanyahou, qui, je le rappelle, est poursuivi par la Cour pénale internationale, ne devrait pas pouvoir survoler la France, mais plutôt être arrêté et livré. Merci Adrien Clouet. Merci à vous. Député La France Insoumise de Haute-Garonne, merci d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Très bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Et merci.